Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fière de soutenir les baladeurs pour cette 5e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur Instagram @lesothers, LESOTHERS, pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Au fond d'une vallée californienne, les immenses murs de granit du Yosemite attirent les grimpeurs du monde entier. Des têtes brûlées qui, l'espace de quelques jours, s'embarquent pour des ascensions de 1000 mètres sur une roche au grain minuscule, tirant avec eux des dizaines de kilos de matériel. Certains devront battre en retraite, à cause de la fatigue, d'un manque d'expérience ou du mauvais temps. D'autres atteindront au prix de longs efforts les sommets du mont Watkins, du Half Dome ou encore d'El Capitan, cette immense paroi qui trône sur le parc. Après la célébration, viendra ensuite l'heure de redescendre par le sentier. Le chamoniard Sam Boget a choisi de sauter cette dernière étape. Guide de haute montagne, skieur de pente raide, grimpeur protéiforme, avec sa bande de copains touche-à-tout, il a repoussé les limites de ses disciplines sur les montagnes du monde entier, jusqu'à se prendre d'amour pour le base jump. Des sauts extrêmes dans le vide, à frôler la roche, qui comble le rêve le plus intime de l'homme, voler comme un oiseau. Et sauter en base jump, depuis le sommet d'El Capitan, en plein jour, semble cocher toutes les cases d'une nouvelle folie. Défier les lois de la gravité, prévoir un atterrissage millimétré, avec le risque de se faire attraper par les rangers, ou celui, bien pire, de ne pas gagner la partie. On n'est pas là pour faire face à l'autorité ou faire face à la mort et à l'accident. Je pense qu'on saute parce que ce plaisir de voler, il est fabuleux. L'idée, c'est pas forcément de sauter super longtemps, c'est plus le cadre. Le cadre du Yosemite avec ce caillou tout lisse et ses fissures incroyables, c'est le top, quoi. Mais ce plaisir de voler, c'est comme la haute montagne et l'alpinisme. À un moment donné, on sait qu'on doit être concentré et animal et aux aguets le plus possible pour essayer d'éviter tout problème. Le Yosemite, pour moi, un terrain de jeu exceptionnel par le fait que c'est une zone de granit qui sort de la forêt. Et ce granit, il est unique. Donc c'est un polyglaciaire, c'est-à-dire qu'il a été poli par les glaciers à l'époque. Du coup, il a ce grain très très fin, puisqu'on imagine que c'est du papier de verre pendant des millénaires qu'a été frotté ce glacier. Donc ça fait des dômes supérieurs qui sont très jolis, voilà, avec des fissures qui ont été découpées au couteau, et tout autour, très peu de grains. Au moment où on touche avec nos doigts, le contact avec ce rocher du Yosemite est particulier. Et c'est féerique, c'est digne de Tolkien, c'est-à-dire qu'il y a des cascades qui se jettent des montagnes alentour, des grandes forêts de séquoias qui ont une odeur vraiment particulière. On se retrouve enfermé dans un univers clos autour de ces arbres qui font une ombre importante et un tapis d'aiguilles au fond. C'est exactement comme un paysage dans les Alpes. C'est qu'il faut imaginer que l'hiver, c'est la neige là-bas. Même en automne, tu peux attraper la neige au sommet d'El Cap. Il faut l'imaginer paré de toutes couleurs différentes. On a du blanc et des cascades gelées au moment de l'hiver. C'est sûr que le soleil reprend puisqu'on est en Californie, donc dès que le soleil réapparaît, c'est l'explosion et la fonte. Ensuite, on a un printemps qui va se jouer énormément sur l'eau, puisque les cascades vont exploser de volume, puisque la neige fond partout. On a une sierra en haut
avec des anciens glaciers et du coup des rochers qui bordent les rivières et qui canalisent les rivières. Donc ça va couler dans tous les sens. Donc je pense que si je résumais les couleurs du printemps, ce serait surtout les couleurs d'eau et évidemment l'explosion du vert avec le printemps. Il y a des fleurs un peu partout. Hein. Si on se retrouve derrière El Cap et derrière surtout Half Dome, ou si on monte par la voie normale du Half Dome, il y a plein de champs qui se retrouvent derrière les forêts avec des lacs superbes. Et puis l'automne, évidemment, c'est le doré de la chute des feuilles. Et moi, de toute façon, c'est ma saison préférée. Quels que soient les endroits dans le monde, j'adore l'automne. Parce que le doré des feuilles qui tombent, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que tout le reste. Pour moi, y aller l'automne, c'est un privilège. Les falaises mythiques du Yosemite, on parle bien sûr de la plus haute. El Capitan est haute de plus de 1000 mètres, 1200 mètres. Ensuite, on a Half Dome. On a le mont Watkins, qui est beaucoup moins connu, puisqu'il est plus au fond de la vallée. Justement, il est atteignable uniquement par plusieurs heures de marche. Mais aussi, on a toutes les cathédrales qui sont en face El Cap, qui sont Higher Cathedral, Middle Cathedral, etc. On est tenté de penser qu'il n'y a que El Cap dans le parc, alors qu'il y a énormément de faces qui sont dignes d'être grimpées, qui sont fabuleuses, mais que souvent El Cap met dans l'ombre. El Capitan, l'histoire de l'escalade là-bas, ça a une influence sur l'escalade mondiale, moderne et passée. El Cap, ça a été le laboratoire de toutes les expériences déjà au niveau du matériel, c'est-à-dire que toute l'évolution du matériel a eu lieu là-bas la plupart du temps. Notamment parce que ces fissures étaient tellement raides et tellement bouchées ou difficiles à pitonner qu'il a fallu inventer des choses. Il faut savoir qu'à là-bas, avant, avec une corde, fallait juste pas tomber et il y avait énormément d'ascensions libres qui se faisaient à El Cap, bien avant même que l'Europe parle de l'escalade libre. Et ensuite, il y a eu une vague énorme d'ascensions, surtout sur El Cap et sur Half Dome, évidemment, qui étaient les parois les plus raides, en artif, qui est le diminutif de artificiel, c'est en fait céder de tous les points de protection qu'on va mettre sur la paroi plutôt que de grimper ce qu'on appelle en escalade libre. L'escalade libre, c'est grimper en naturel et utiliser uniquement les points de protection en cas de chute. Pour résumer le Yosemite, c'est des grandes parois de cailloux fantastiques avec du granit incroyable et ça donne envie à la fois de monter dessus, mais après de pouvoir voler. Donc, comme je volais en base jump, cette idée-là de se faire un big wall et ensuite de pouvoir sauter, c'était génial. On s'est pas dit, moi je veux faire du base jump pour aller sauter d'un pont ou aller sauter d'une antenne parce que c'est le plus sympa. Évidemment que pourquoi pas se faire un petit saut d'antenne et se faire un saut de pont parce qu'on sait que base jump c'est BASE, c'est building antenna, span qui est un pont et earth qui est donc la falaise. Mais nous, on est quand même des sauteurs de earth, donc des sauteurs de terre, de falaise. Et l'idée de grimper et de se faire un saut après est hyper importante. Une wingsuit, c'est une combinaison ailée qui permet de se déplacer d'avant en arrière, de haut en bas. Et depuis seulement quelques années, on arrive même, en prenant des vitesses très, très importantes verticales, à réussir à remonter positivement, un peu comme un oiseau. L'air s'engouffre à l'intérieur et on a donc un intrado et un extrado qui permet au fluide de l'air de s'emprisonner à l'intérieur et de faire un objet volant humain. Au lieu d'être à l'extérieur de l'engin volant, on est à l'intérieur. Du coup, on se retrouve dans le tout début du rêve des hommes de pouvoir voler, puisque les premiers se mettaient des plumes sur les bras, ou justement s'enfilaient des combinaisons qui essayaient de gonfler pour essayer de voler. On combine ça avec un parachute, puisque pour l'instant, on n'est pas capable de se poser directement avec une wingsuit, puisqu'elle est capable de nous prendre en charge en vol pour voler très rapidement. On est quand même avec des vitesses de
70-75 km/h verticale et plus de 200 km/h horizontale, qui fait que pour l'instant, si on voulait se poser, il faudrait qu'on se pose, mais sur le menton, dans une pente de neige très raide. Et là, on pourrait imaginer se poser. Alors, il y en a qui se sont posés un peu dans des cartons ou dans un filet, mais réellement se poser sans parachute, c'est pas possible. Donc, on ouvre le parachute ensuite. Le saut, normalement, il est interdit. Donc, le base jump, c'est totalement interdit dans le parc et c'est pas de la rigolade. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de juste une petite amende. Tu as une amende qui peut aller jusqu'à 1500, voire plus dollars. Et tu passes en prison. Et généralement, tu peux aussi être expulsé du pays. Et j'ai des copains qui ont passé quelques temps dans les geôles justement pour avoir sauté. Et voilà, tu es habillé en orange avec ton code de prisonnier. Tu as les menottes, tu as la lumière allumée pendant la nuit pour pas dormir. Donc sauter là-bas, c'est tout de suite un peu tendu. Par rapport à ça, on s'est dit qu'il fallait se cacher. Donc le mieux, c'était toujours le soir ou le matin, très tôt. Mais quand il fait encore nuit, qu'on puisse se cacher au moment où on va se poser dans les champs, parce que les champs sont très proches des routes et donc des rangers. Au moment où tu te fais poursuivre, c'est déjà trop tard parce que eux ont le droit de tirer, ont le droit aux armes, etc. Donc évidemment, il faut passer pour quelqu'un qui est soit un randonneur, soit un grimpeur. Et que évidemment, il ne faut pas que tu aies ton matos sur toi. Parce que même déjà, s'ils te chopent juste avec ton matos, même s'ils ne prouvent pas que c'est toi qui as sauté, tu es déjà dans l'illégalité. Donc même si tu te balades dans ta voiture avec ton parachute, c'est déjà fini. Donc il y a toute une procédure que je faisais souvent. J'arrive dans le parc, je mets mon parachute dans une bear box, je mets un cadenas. Du coup, je suis plus avec mon parachute. Ensuite, si jamais j'utilisais le Cap Médo comme posé, je sais exactement où je vais aller le planquer de la manière la plus rapide possible, avec du poivre pour les chiens pour pas qu'ils puissent sentir, parce qu'ils ont même des chiens dressés à sentir le tissu du parachute. Et ensuite, quand j'ai planqué ça, je me ressors avec toujours du matériel de montagne pour être là comme un grimpeur. Je crois que c'est le pays des contrastes, les États-Unis. On est bordé entre une liberté exacerbée et un contrôle de ce qu'on doit faire en permanence. Et je pense que ça représente assez bien ce qu'on doit faire dans la vie. C'est-à-dire qu'on doit slalomer entre ces contraintes et une tentative de vivre sa vie telle qu'on l'a envie. Et cette envie, il faut la garder, c'est-à-dire que de ne pas se faire enfermer et de ne pas se faire bouffer par les contraintes, c'est le plus important. Mais ces contraintes sont là et il faut réussir à tourner autour. Donc je trouve que le Yosemite, c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire en fait un peu partout. Moi, en fait, je me suis mis au base jump dans cette optique. On était attirés par ce type-là d'escalade longue. Et nous, on était attirés au départ par ce voyage. En fait, prendre ces sacs de hissage, l'eau nécessaire et la nourriture nécessaire pour pouvoir partir, évidemment des bières, se poser dans le portaledge plusieurs nuits, grimper plutôt de manière lente, mais se gaver de cet univers vertical et d'être posé, pendu dans un mur aussi lisse et impressionnant qu'est El Cap. Et en plus, ça a été quelque chose qui nous attirait par ce fait de grimper très lentement et de descendre très vite. La première fois que je suis allé au Yosemite, c'était avec Martial Dumas, Arnaud Boudet et Fred Mathieu. On était 4 et on est resté un mois au Yosemite. Et notre première fois là-bas, c'était Mescalito. On dort à Camp 4 parce que c'est l'endroit, c'est mythique. C'est le mythe. Voilà, tu suis l'histoire de la vallée. Camp 4, c'est le camping des grimpeurs en bas dans la vallée. Ça a été le repère dans les années 70 de tous les grimpeurs locaux qui venaient poser leur tente ici. Alors évidemment maintenant c'est un petit peu moins
historique et un peu moins glamour parce que c'est réglementé et tu dois réserver ton camp et faire la queue la nuit pour réussir à avoir de la place. Évidemment, il n'est pas réservé qu'aux grimpeurs. C'est un camp qui est placé en plein milieu de la vallée. Tu peux t'y arrêter en tant que randonneur ou en tant que passionné du Yosemite. Il est jonché de blocs mythiques où plein de grimpeurs s'essayent à grimper, notamment Midnight Lightning, qui est un des blocs les plus connus de Camp 4. Et c'est là où tout le monde se retrouve. Il y a une énergie qui se développe dans ce camp qui est incroyable, surtout évidemment au mois d'octobre, où tous les bons grimpeurs vont se retrouver au moment où les conditions sont les meilleures pour libérer les voies. Et on retrouve aussi bien des grimpeurs d'artif que des grimpeurs de libre, que des gens passionnés par ce parc. Il y a d'autres camps, il y a d'autres campings dans le parc, mais ils n'ont pas cet attrait. Voilà, déjà, ils sont beaucoup plus retirés. Il n'y en a pas tant que ça en plus. C'est très limité. Le nombre de places est limité. Donc, on se retrouve dans des places de camping l'un à côté des autres et on va vite partager une bière et partager des moments d'escalade avec d'autres grimpeurs qui se retrouvent du monde entier. Il faut imaginer que voilà, au moment où c'est la bonne période, même le printemps aussi. L'été, évidemment, il fait un peu trop chaud, donc souvent, il y a beaucoup moins de monde. Mais au niveau du mois de mai-juin et puis septembre, octobre, novembre, mais évidemment plus octobre, il y a une activité au camp 4 qui représente justement toute l'énergie grimpante de la vallée. Donc ces copains, c'est avec eux que j'ai vraiment découvert le Yosemite et d'abord l'escalade artificielle. En fait, j'ai commencé à découvrir le parc par un big wall et ce même trip, on a fait une voie qui se fait maintenant en libre, mais qui est très dure, voilà, qui s'appelle Salaté, donc qui est sur la partie gauche d'El Cap. Ça se trouve en fait à gauche du Nose. Et ensuite, il y a une partie très connue puisqu'elle s'est vue dans le film d'Alex Honnold Solo. Donc quand il fait son solo à El Cap, il passe dans le Free Blast. Donc on utilise la même première partie. Et ensuite, on se lance dans le headwall qui est un petit peu plus à droite par rapport à sa voie. Cette voie est historique. Elle comporte notamment en bas des dièdres qui sont obligatoires, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de grimpeurs forcément qui la font, parce que même si tu es bon grimpeur d'artif, tu dois passer plusieurs sections en libre, parce qu'il n'y a pas moyen de se protéger, notamment une fissure très large, voilà, où tu es obligé d'avoir rien du tout sur toi, simplement tu redescends des escalades pour basculer dans cette fissure, et tu montes jusqu'en haut sans rien mettre du tout. Il te suffit d'un mousqueton à vis et d'une sangle pour aller au relais. C'est pas très dur, mais il faut pas tomber. Et ensuite, tu te retrouves dans des cheminées aussi qui sont de la même façon toujours très, très larges. Et tu sais pas trop comment te mettre avec tes genoux, si tu dois rentrer beaucoup dans la fissure ou pas. Souvent, tu te retrouves un peu trop bloqué. Ensuite, on a une longueur qui est très connu parce que c'est l'oreille, où là il faut même pas avoir de casque, parce que si tu as ton casque tu vas coincer ta tête, tu rentres à l'intérieur d'une énorme écaille et tu rampes jusqu'au sommet. Pareil, c'est jamais dur, mais c'est le seul moyen de progresser vers le haut, c'est de réussir à gonfler et dégonfler tes poumons pour débloquer et rebloquer ton corps dans cette goulotte très étroite. Ensuite, tu te retrouves sur une vire El Cap Spire, qui est vraiment la vire parfaite. Ça fait une tour qui se décolle du rocher et où tu pourrais bivouaquer à 2 ou 3 sans problème. Très plate, parfaite, et où tu vois tout le mur qui se détache en dessous de toi, parce que tu es déjà à au moins 700 mètres de haut. Et ensuite, tu as ce headwall qui a été la clé de la libération de cette voie au moment où ils se sont tous battus pour réussir à faire la voie en libre. Parce que c'était une section très raide, très dure, avec surtout des fissures bouchées, donc très peu de moyens de mettre ses doigts. Et en plus, avec un gaz qu'on appelle le gaz, c'est-à-dire un sentiment de vide qui est hyper important, puisque ce headwall devient déversant.
et donc surplombe à 800 mètres de haut, 900 mètres de haut, toute la prairie du parc, jusqu'à sortir sur le joli plat sommital et El Cap, l'arbre d'El Cap, le pin qui est au sommet et qui symbolise vraiment le sommet de ce mur incroyable. On se retrouve au sommet d'El Cap. Là, d'un coup, les choses ont changé et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bivouaque ici et que j'attends la nuit ou est-ce que je saute? Ce jour-là, c'est une fête nationale américaine. Donc je me dis déjà que les rangers sont bien occupés à faire leur sécurité en bas pour les touristes. Et moi, je me dis qu'il y a une solution que j'ai étudiée, qui a déjà été faite, mais pas très bien. Au lieu de sauter d'El Cap et d'aller se poser dans El Cap Meadow, qui est un énorme champ, plus grand que 2 stades de foot en bas et qui est très facile à se poser, l'idée c'est de se poser au pied d'El Cap. Donc pied d'El Cap, il faut s'imaginer qu'il y a une grande forêt, même si elle a brûlé un petit peu ces dernières années, elle existe toujours et cette forêt, elle va monter jusqu'au pied du mur, sauf à un endroit, au pied d'une voie qui est donc pas loin du downwall. Il y a un chaos de blocs énorme. La taille des blocs font à peu près la taille d'une voiture, voire plus gros. Et ensuite, il y a un tout petit carré de gazon qui est situé entre ces blocs et le mur. Donc évidemment, le poser là est délicat. Voilà, donc cette chose-là, je l'ai mûrie avant de monter sur le mur. J'ai été voir, j'ai regardé. Alors ce qu'il faut évidemment, c'est ni être trop long, ni être trop court. Parce que trop long, c'est le chaos de blocs. Et justement, y a des Américains, dont un qui s'est fait très très mal et qui a dû être secouru et ensuite évidemment passé en jugement puisqu'il sautait illégalement. Et si on se pose trop long, on va taper le mur. Moi j'avais pris le parachute avec moi dans les sacs de hissage. Mes copains me disent ok, ouais, y a pas de problème, nous on t'accompagne et puis après on descend les sacs et tu peux y aller quand tu veux. Au moment où je me dis ok, maintenant c'est le plein jour, le cœur s'accélère franchement, puisque je sais qu'il y a un double risque et là il faut que je me mette en branle pour une concentration maximum pour réussir à poser exactement où je dois me poser et ensuite ne pas me faire attraper par la police montée. Donc je laisse la plupart de mon matériel, mais je prends un tout petit peu de matériel de montagne sur moi. Je prends un baudrier et quelques dégaines, quelque chose, pour justement faire grimpeur qui sort de la forêt en bas. Je me prépare assez rapidement parce que je sors le parachute du sac de hissage que j'avais mis dans un petit sac étanche pour le protéger de la pluie. Je sors, je vérifie évidemment ce qu'on appelle les dernières vérifications avant de sauter. On regarde l'aiguille ou les aiguilles. Le sac est fermé par ces aiguilles qui vont se sauter au moment où je vais jeter l'extracteur. Ensuite, je vérifie que justement cette drisse, cette sangle qui relie l'extracteur au parachute est bien calfeutrée et bien bloquée à l'intérieur du tissu de mon parachute pour pas qu'au moment où je saute en l'air, il y ait une ouverture intempestive. On revérifie que l'extracteur est atteignable très facilement. On enfile ensuite le harnais par les pieds et je les serre au maximum. Et ensuite, je prends la boucle ventrale qui permet aux 2 épaules du sac de rester bien en contact avec les épaules au moment de l'ouverture. Donc elle est aussi importante que celle des jambes. Je les ajuste au maximum. Au niveau des cuisses, généralement, c'est vraiment un serrage serré au plus fort. Et ensuite, la ventrale, c'est simplement garder les épaules symétriques et de sentir que ce sac est au plus symétrique. Parce que ce qu'on veut pas, évidemment, c'est d'avoir une orientation. Et une orientation, généralement, c'est parce que notre corps est pas symétrique. J'approche ensuite la paroi au niveau de la casquette. Je suis à quelques mètres du bord. Je vérifie déjà en bas qu'il n'y ait pas d'activité particulière. Je regarde ensuite mon posé, où il y allait y avoir toujours mon petit carré de gazon qui m'attend 1000 mètres plus bas. Et ensuite, je vais coller mes pieds sur le rebord et la margelle finale.
Il suffit que je descende, je désescalade légèrement, mais c'est vraiment très facile. Donc je fais un pas de plus. Je sais que maintenant, je peux sauter quand je veux, puisque tout est prêt au niveau du parachute. Quand on part à plusieurs, c'est bien de faire un décompte parce que ça permet de timer pour les autres, pour réussir à partir en même temps. Généralement, le décompte, surtout par rapport à ce saut, c'est plus par inquiétude de la suite et des rangers et du saut. Donc je me mets un petit peu, et puis ça permet aussi de prendre une photo pour les copains qui sont juste à côté, accrochés au relais, pendus par leur baudrier, et qui vont prendre une photo du départ. Je descends mes pieds le long de la dernière margelle avant le vide. Je prends mes mains pour me décoller du rocher, et c'est uniquement mes pieds qui touchent cette petite margelle. Les doigts de pied ont déjà dépassé l'endroit critique. Je lève les yeux à l'horizontale pour ne pas être dispersé par le vide, mais prendre un point de référence au loin. Je plie mes genoux, souffle un dernier coup, décompte 3, 2, 1. C'est le sentiment de perdre quelque chose, ça c'est sûr. Tu perds l'élément que tu connaissais, puisque ce qui est normal pour un être humain, c'est d'être en contact avec la Terre. Donc au moment où tu perds cette référence, tu perds quelque chose. Il y a deux choses qui sont importantes dans l'esprit, c'est que la première chose, c'est un élargissement du temps. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré que chaque seconde s'étale dans quelque chose, d'un espace qui est beaucoup plus important. Et comme on va étudier tout ce qui se passe autour de nous, tous les sens sont décuplés. Les quelques premières secondes de tous mes sauts, je peux m'en rappeler à chaque fois parfaitement, puisque c'est le moment où on va étudier tout ce qui se passe. C'est la première chose qu'il faut comprendre dans l'esprit du sauteur. Et ensuite, après, c'est quand même un plaisir intense, fabuleux, puisque là, d'un coup, on se retrouve dans la position de l'oiseau, puisque au moment où on va commencer à avoir des appuis, on va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe avec le corps et l'air, et que les déplacements sont possibles. Et un déplacement dans l'air, pour un humain, c'est quand même pas rien. C'est une sensation de quelque chose qui n'existait pas jusque-là, jusqu'à ce que nos pieds soient collés au rocher. Je suis là, je sens le vent qui s'accélère dans mes cheveux, sur mon visage. L'accélération est très forte, mais au début, c'est vraiment une chute. Alors qu'après les 4 secondes, tu sens l'appui sur tes mains, sur ton corps, les joues qui flappent. Et là, tu as atteint, au bout de 6 secondes, ta vitesse terminale. Cette vitesse terminale, elle est d'environ 150 km/h. Je vais mettre mes bras le long de mon corps pour réussir à dériver en avant. Au lieu d'avoir une position neutre, avec les bras repliés légèrement et les jambes repliées, je vais tendre mes jambes et mettre mes bras en arrière pour avancer et se mettre en position qu'on appelle de dérive. Et cette dérive, on peut aussi incliner son corps légèrement à gauche pour que cette dérive, elle tourne et que je me retrouve justement vers la zone de posée. Donc je vais tourner en direction du posé. Évidemment, pas faire un virage à 360, mais au moins un virage à 90 degrés qui va me permettre d'être face à la forêt qui borde ma zone de posée. Et ensuite, je prends une position à nouveau neutre. Je viens amener mon bras gauche au-dessus de ma tête et le bras droit va chercher l'extracteur. Et je tire sur l'extracteur assez fortement pour qu'il vienne se gonfler. Et je remets mes bras au-dessus de ma tête pour attendre la voile qui monte. Et ensuite lever les yeux pour voir comment ma voile va s'ouvrir. Si la voile s'ouvre bien dans l'axe, j'ai rien à faire de plus que attraper mes commandes
et tourner à gauche et à droite et me diriger pour pouvoir me poser. Ça se passe exactement bien, ce qui est étonnant pour moi surtout, parce que j'ai déjà glissé plusieurs fois et je me suis fait mal un peu partout. Mais ce coup-là, ça marche du tonnerre, c'est-à-dire que j'arrive exactement sur la zone et au pied du mur se trouve Chango. Chango, à l'époque, il dort au pied d'El Cap. Voilà, c'est un Mexicain qui a été un très bon grimpeur de Big Wall, qui a une vie, je pense, difficile et délicate. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avant dans sa vie. Et à cette époque, il est là, dans son arbre, avec des sacs plastiques pendus. Je pense que les rangers savent qu'il dort là depuis déjà des mois, mais ils le laissent faire. Et Chango, il me voit arriver, et tout de suite, la première chose, c'est il me dit « Ok, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Je vais pas te dénoncer, je vais t'aider, on va s'en sortir, t'inquiète pas, ils viendront pas. » Et moi, je suis là, et je m'échappe grâce à lui, je planque le parachute grâce à lui quelque part, et je ressors de la forêt, évidemment sans parachute, pour me pointer comme un grimpeur lambda qui sort de son mur, et tout s'est passé comme je l'avais imaginé. Le cadre de cette pratique, il reste très risqué, puisque c'est vrai qu'on n'a qu'une chance, c'est le parachute qu'on a. Il doit bien s'ouvrir, il doit s'ouvrir dans le bon sens, et ensuite on doit se poser correctement. Et avant ça, surtout quand on vole en wingsuit, on est tenté de se rapprocher du relief pour voler contre le relief, parce que c'est pas seulement à nouveau pour frôler la mort, mais c'est pour avoir une référence, puisque au moment où on va bouger ses ailes et bouger de droite à gauche ou remonter légèrement ou descendre contre le relief, plus cette sensation de devenir un oiseau sera forte. Le risque est important par rapport à ça, puisqu'on se rapproche, et donc si on tape, c'est fini, évidemment. Maintenant, toute cette pratique-là, on sait qu'on s'engage, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mettre une barre plus ou moins haute avec le risque, et on l'accepte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes copains qui sont tués en base jump, mais pas seulement. Je pense que toute notre pratique est risquée de A à Z, aussi bien dans ma pratique de guide. Le jeu de la montagne est forcément un jeu à risque. Maintenant, l'engagement qu'on va prendre en parachutisme et donc en paralpinisme, il est plus important. Au moment où on le fait, on va essayer de réduire au maximum ces risques, surtout la plupart du temps, plus que des incidents de matériel, c'est l'erreur humaine. Voilà, moi je peux en parler puisque j'ai eu un paquet d'accidents. Tous ces accidents se sont arrivés évidemment après les histoires du Yosemite. Il y a eu 2 accidents. Le premier accident à Maglan, c'est une erreur humaine. Je suis en fait avec un copain qui est en train d'apprendre à sauter. Donc moi, évidemment, je viens faire un petit saut avec lui. Il fait un super saut, il part, il fait un départ parfait. Donc lui et son wingsuit, il va se poser dans le champ où je devais aller me poser. Et ensuite, c'est à moi. Et déjà, je suis pas à l'aise au départ. J'ai cette espèce d'appréhension, voilà, peut-être de sentiment animal qui fait qu'il faudrait peut-être que justement je fasse demi-tour. Mais après, voilà, c'est un saut que je connais très bien. J'ai certainement l'endroit où j'ai sauté le plus souvent dans ma carrière de base jumper. Et du coup, je me dis, un petit saut ici, ça ira bien. Mais c'est vrai qu'au moment où je décolle les pieds du rocher, j'ai encore cette sensation bizarre. Les sauts précédents, j'ai eu pas mal de fois des ouvertures très fortes qui donnent des grands coups dans le dos, particulièrement au niveau du cou, puisque au moment où l'ouverture est très forte, il y a le cou qui se relève d'un coup et on a cette violence qui se passe dans les cervicales et on n'a plus envie d'avoir mal au cou comme ça, jusqu'à avoir même un voile noir. Hein. Ça arrive que les parachutistes, pas seulement les base jumpers, et ce voile noir au moment où la violence de l'ouverture est tellement forte qu'il y a comme la télévision qui s'arrête.
Donc j'ai l'envie de ralentir ma vitesse, mais ce qui est une erreur en wingsuit, qu'il ne faudrait justement pas faire, mais voilà. Et je tire le petit extracteur qui permet de faire sortir le parachute principal, et celui-ci se colle dans mon dos. À ce moment-là, on réalise donc que si jamais on fait rien du tout, ben on va s'écraser comme une peau d'ours en bas dans le gazon. Et je fais ce qu'on m'a appris en parachutisme dès mon école et dès mon apprentissage que j'ai fait en Floride. Je fais un demi-tonneau, c'est-à-dire que je me mets sur la tranche de mon corps pour redonner de l'air à l'arrière de mon dos, et ça marche. L'extracteur sort, la voile monte tout doucement, mais tout ça se passe à seulement une vingtaine de mètres du sol. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les suspentes vont pas se tendre avant que j'arrive au sol. J'ai cette chance que le parachute réussit à me prendre en tension et donc freine complètement ma chute. Et je me retrouve avec quelques secondes pour attraper mes commandes et réussir à me poser. Le problème, c'est que j'ai dépassé la zone de vol et que je suis au milieu d'un parking plein de bagnoles. J'essaye d'attraper mes commandes, et là, il y a une dernière voiture. J'essaye de l'éviter en tournant légèrement parce que je sais que juste derrière, c'est le gazon. J'essaye de lever les pieds, mais j'arrive en plus en virage, donc avec une vitesse plus importante, sans pouvoir freiner quoi que ce soit, dans le pare-brise d'une 205, et je m'écrase violemment, au point que je me souviens encore aujourd'hui du bruit de l'impact sur le pare-brise. Et je me rappelle tellement vite qu'au moment où je vais toucher, je me dis que je vais traverser le pare-brise. Et en fait, je tends mes jambes, je contracte mes muscles au maximum, parce que la première impression, le premier sentiment, c'est de se dire d'éviter de casser le dos. Et effectivement, c'est toutes mes jambes qui prennent, et je me retrouve écrasé à côté de la voiture, à côté du pneu. Et j'ai une des jambes qui est à 90 degrés à côté, et mon pied droit qui regarde complètement à gauche, à angle droit, donc j'ai le fémur explosé. J'en ai fait des cauchemars pendant une bonne année, parce que j'ai vu le sol arriver, et je me suis vu arriver plat comme une peau d'ours en bas dans la pelouse. Mais ça s'est bien passé. Et ensuite, il y a eu un deuxième accident qui était plus lié au premier, qui était le plus lié au fait que j'ai eu un décalage. Et c'est comme ça que j'ai arrêté le base jump, en fait. Parce qu'au deuxième accident, j'ai réalisé que j'étais pas en phase avec moi-même. J'ai toujours envie de sauter. Si tu me donnes un parachute, j'irai sauter de n'importe quoi, d'une falaise ou de ce qu'on veut, parce que c'est comme le vélo, ça reste. Mais il y a eu un décalage qui a fait que je me suis dit que j'étais arrivé à un point où il fallait que je donne un arrêt à la pratique. Le deuxième accident était en Suisse. J'étais au Pleureur, et j'ai sauté en wingsuit depuis là. J'ai volé plus ou moins bien, et ensuite j'ai eu un 360, c'est-à-dire que la voile s'ouvre face au rocher, et au moment de dézipper ma wingsuit, je l'ai dézippée avec stress, et j'ai coincé la patelette, donc qui est le morceau de tissu qui permet d'attraper le zip le plus vite possible. Donc je me suis retrouvé menotté, avec toujours cette voile qui va en direction des pentes très raides de la montagne. Donc je me suis posé bon an mal an, où je me suis plutôt écrasé dans les pentes raides, et je me suis fait une luxation, fracture du coude, qui m'a valu ensuite une prothèse au coude. Et là, je me dis, je crois que j'ai fini ma carrière ici. Je pense que c'est le moment de s'arrêter. C'est le moment de dire stop au base jump. Par rapport à ce qui m'anime dans la vie, c'est pouvoir se retourner et dire, est-ce que did you have your kick before the whole shit has gone up in flames? Ça, c'était Jim Morrison qui disait que du coup, est-ce que t'as eu tout ce que tu voulais dans ce trip avant que toute la baraque parte en fumée ou en flammes? Et je crois que ça résume assez bien le fait que il faut pas essayer de vivre le plus prudemment possible, en vivant comme un mouton, mais plutôt comme un lion.
parce que le plus important, c'est l'expérience qui va en sortir. Tout ce qu'on fait, on le fait pour le présent et on ne le fait pas pour se retourner, pour raconter à ses amis ou pour le mettre sur Instagram. L'important, c'est de le vivre au présent et de le vivre passionnément. C'est de l'avoir fait et de l'avoir vécu. Vécu dans le plus pur style de l'action. Et s'il n'y a pas cette action, s'il n'y a pas ce mouvement, s'il n'y a pas ce geste, ça vaut pas le coup. Si rien ne se passe jamais comme prévu, les souvenirs restent gravés dans les montagnes. Ces nombreuses vies, ces échecs, ces moments de gloire et de partage, Sam Bogé les a racontés dans 2 récits, Sale gosse et Petit désastre, parus aux éditions Paulsen-Guérin en 2017 et 2021. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir. Il a été monté par Chloé Vibo et Capucine Lebeau et présenté par Clément Saccard. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Merci à Sam Bogé de nous avoir confié son histoire et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire, alors à très bientôt.